Bonjour à tous, nous allons commencer l'atelier. Donc l'atelier aujourd'hui, déjà merci d'être présent et d'être nombreux pour cet atelier. Donc l'atelier aujourd'hui traitera de l'hydrogène renouvelable, bas carbone et naturel. Donc sans trop attendre, je vais vous présenter le panel qui interviendra aujourd'hui. Donc je le fais dans l'ordre, pas de jaloux. On commence par Simon Pujot qui est responsable des relations institutionnelles, enfin du pôle relations institutionnelles maintenant au sein de France Hydrogène. Philippe Esposito de DH2, donc dont le siège est à Madrid, donc qui est le cofondateur de DH2. On a de la chance, Philippe est en fait palois, donc il parle très bien français. Il nous fera son intervention en français et pas en espagnol. Isabelle Moretti, donc docteur, chercheur à l'UPPA, donc l'Université de Pau et du Pays de la Dour, et des Pays de la Dour, pardon, et Sorbonne Université, qui est aussi membre de l'Académie des technologies et qui travaille sur la question de l'hydrogène naturel depuis un certain nombre d'années et qui nous fera le plaisir de nous parler un peu plus de cet hydrogène dont on parle beaucoup en ce moment. Gurvan Dano d'Hafner Energy, donc, qui est business developer, c'est ça si je ne me trompe pas, et Clément Proutriquet, qui est donc directeur du développement hydrogène pour le Bureau Veritas. Donc sans transition, je laisse la parole à Simon pour l'introduction qui va nous expliquer un peu quel est le contexte autour des définitions de l'hydrogène. Alors on entend souvent parler d'hydrogène renouvelable, bas carbone, décarboné, naturel. On entend aussi parler beaucoup de couleurs. Donc on va demander à Simon de nous faire un peu un point sur quelles sont ces définitions, comment elles sont comprises au niveau européen, quelle est l'évolution qui existe autour de ça. Et nous en fait nous donner un peu un état de l'art sur la situation des définitions de l'hydrogène. Merci Paul, bonjour à tous. Donc pour le petit cadre définition, bon, première chose, côté France Hydrogène, on n'aime pas les couleurs. On en est sorti de suite. Déjà parce qu'il y en a beaucoup trop et à titre personnel, je ne saurais même pas dire quelles sont les différentes couleurs de l'hydrogène. Donc pour arriver d'emblée sur le cadre européen, les différentes catégories qui sont données au niveau européen, et on verra après comment elles infusent dans les textes sur le déploiement, les incitations au déploiement de l'hydrogène décarboné. On a en première grande définition, c'est celle de l'hydrogène renouvelable, et plus particulièrement la notion de carburant renouvelable d'origine non biologique, donc l'acronyme un peu barbare de RFNBO, donc c'est l'hydrogène renouvelable électrolytique et ses dérivés. Hydrogène renouvelable électrolytique qui vient enfin, après 2-3 ans de retard, d'avoir hier ces définitions validées au niveau européen par deux actes délégués à une directive sur les énergies renouvelables qui avait été adoptée en 2018, avec des principes dont la filière a dû pas mal entendre parler ces derniers temps. C'est le principe d'additionnalité des actifs d'énergie renouvelable auxquels on connecte virtuellement ou physiquement les électrolyseurs, et celui d'absence d'aide d'État sur ces actifs d'énergie renouvelable auxquels on est connecté. Mais on pourra y revenir parce que du fait du mix électrique décarboné français, on a des conditions spécifiques, des exemptions sur ces règles qui facilitent, on va dire, le cadre de déploiement de l'hydrogène renouvelable. C'est voilà, la grosse définition au niveau européen, sachant que pour l'hydrogène renouvelable qui n'est pas électrolytique, qui est produit à partir de pyrogazéification ou thermolyse de biomasse, il est classé dans les biocarburants avancés par rapport au type d'intrant de biomasse qui est utilisé. Et la deuxième grande catégorie, on a cet hydrogène bas carbone qui a un début timide de définition dans une directive en cours de négociation en trilogue actuellement, la directive hydrogène et gaz. Donc c'est un hydrogène qui n'est pas renouvelable mais qui respecte un contenu carbone inférieur à 3,38 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc ça peut regrouper, ça devra être complété méthodologiquement par des actes, ce qu'on appelle des actes délégués, hein. Mais ça peut regrouper les types suivants, donc l'hydrogène bas carbone à partir d'électrolyse, donc sourcing sur de l'électricité nucléaire, de l'hydrogène fossile, donc SMR ou autoréformage, sur lequel on aurait mis un dispositif suffisant de capture du carbone pour arriver en dessous de ce plafond de 3,38 kg de CO2. Et probablement, il faudra l'insérer dans les actes délégués méthodologiques, l'hydrogène natif, l'hydrogène naturel. Donc, en attente de définition sur ce cadre-là. Par contre, sur l'électrolytique, on a déjà quelque chose dans ce qu'on appelle le cadre des aides d'État post-Kiev. Et en deux mots, ça nous permet lorsqu'on fait tourner un électrolyseur en France à très haut facteur de charge, toute la partie qui ne sera pas renouvelable pourra être qualifiée de bas carbone et valorisée à ce titre. Je veux bien que tu ailles au slide suivant, Paul. Hop, et ouais. Non, mais je fais un détour très rapide sur les RFNBO. Je disais, on a des exemptions aux règles générales parce qu'on a un mix électrique décarboné. En l'espèce, en France, lorsqu'on connecte un électrolyseur au réseau électrique,
sans sourcing particulier sur du PPA, on pourra qualifier à hauteur de la pénétration des énergies renouvelables dans le mix l'année d'avant, une part d'hydrogène renouvelable. Donc aujourd'hui, ce serait 25%. Il faut espérer qu'en 2030, on soit à 35-40% avec cette méthode. Et sur les PPA, on a cette particularité. Nos électrolyseurs peuvent se connecter en PPA à des actifs éoliens, photovoltaïques qui sont existants et surtout, ça c'est quelque chose de massif, qui peuvent être soutenus par des aides d'État sur les CAPEX. Donc ça nous donne un gros levier pour le développement, l'activation de gisements ENR pour le déploiement de la filière hydrogène. Je veux bien que tu passes au slide suivant. Et donc, la Commission européenne, elle a proposé d'emblée avec le paquet Fit for 55 qui vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, et encore plus depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le plan REPowerEU qui s'en est ensuivi, un cadre vraiment ambitieux sur l'hydrogène qui est poussé par différents textes et vecteurs. Par contre, un texte, une ambition large, mais non neutre technologiquement et qui peut manquer de pragmatisme par rapport à ce que font d'autres États, notamment les États-Unis, la Chine, et qui peut nous amener à certains retards dans le déploiement par des oppositions entre différents types d'hydrogène qui seraient plus complémentaires pour le déploiement de la filière qu'autre chose. Donc juste pour l'illustrer, on a particulièrement un texte qui est encore dans ces dernières heures ou derniers jours de négociation, la directive révisée sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, la proposition initiale de la Commission, c'était pour l'industrie une cible d'utilisation de 50 à 75% d'hydrogène renouvelable dans l'industrie sur la totalité d'hydrogène consommé. Donc en 2030, j'ai oublié de préciser l'horizon temporel. Et pareil, un quota d'utilisation dans les transports. Le problème n'est pas le niveau d'ambition, il est très bien, c'est qu'en mettant ce niveau d'ambition, en le limitant à un type d'hydrogène, l'hydrogène renouvelable électrolytique, qui plus est, les RFNBO, on vient donner une absence de level playing field pour d'autres types d'hydrogène qui auraient parfaitement leur place dans le mix, parce qu'on est face à un mur et on aura besoin de toutes les solutions. Même chose pour le développement des carburants aériens de synthèse. Les quotas qui étaient donnés étaient fixés dans la proposition de la Commission sur les carburants de synthèse dérivés d'hydrogène électrolytique renouvelable. Et même chose ensuite dans différents textes qui donnent des incitatifs financiers. Donc voilà, pour l'introduction, je passe. Pardon. Merci Simon. Maintenant qu'on a une vision un peu plus précise du cadre, je voudrais profiter du panel pour revenir sur plusieurs projets qui sont portés. Et on va commencer par celui de Philippe. Donc Philippe, tu as fondé une société qui s'appelle DH2, dont le principe c'est de la production d'hydrogène par électricité renouvelable. L'hydrogène est une production massive. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la manière dont vous portez vos projets en Espagne, quelles sont les contraintes aussi espagnoles, comment vous vous insérez, quel type d'hydrogène donc à terme vous visez à produire, et comment vous imaginez le développement donc, de DH2 dans la partie espagnole et puis pourquoi pas dans le reste de l'Europe. Merci Paul. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis un peu le régional de l'étape puisque j'ai passé mon bac à une centaine de mètres d'ici, donc c'est vrai que c'est un souvenir lointain quand même. Hein. DH2 Énergie, c'est une société qui a été fondée effectivement il y a 2 ans, mais qui a son origine dans une société antérieure qui s'appelait Dama Énergie, que j'avais également cofondée, et qui consacrait au développement et à l'exploitation de parcs solaires, essentiellement donc en France, en Espagne et au Mexique. Cette société ayant été vendue il y a 2 ans donc, à un groupe pétrolier européen, et nous avons décidé de poursuivre l'aventure sur le secteur de l'hydrogène vert. Donc l'hydrogène, je vais revenir, Simon, moi, à des couleurs. je suis malheureusement, c'est un conflit de génération, ça. Hein, effectivement, c'est plus facile pour moi de me rappeler des couleurs. Et l'hydrogène vert, donc, c'est un hydrogène qui est produit avec une source électrique qui est verte, donc effectivement renouvelable, soit de l'éolien, soit de l'hydraulique, soit du solaire, soit de la biomasse. C'est un hydrogène, avec la réserve hein, que tu as exposée tout à l'heure. C'est un hydrogène qui va venir, c'est une électricité qui va venir alimenter un électrolyseur, donc on a besoin d'une électricité, on a besoin d'un électrolyseur qui fonctionne donc avec de l'eau et qui va produire de l'hydrogène. Et aujourd'hui, nos développements sont essentiellement des développements en Espagne, au Portugal, au Mexique, en Uruguay. Et je vais vous expliquer pourquoi l'Espagne. L'Espagne,
la première des ressources que nous avons en Espagne, c'est donc une ressource renouvelable qui est beaucoup plus importante que celle que nous pouvons avoir en France, par exemple. Aujourd'hui, les projets que nous portons en Espagne sont des projets sur à peu près 16 000, 17 000 hectares. Donc, imaginons donc la disponibilité du sol en France. Je ne suis pas certain qu'on pourra avoir autant de disponibilité donc, pour développer des grands parcs solaires, voire des éoliennes. J'ai cru comprendre qu'en France, les éoliennes, c'est quelque chose d'assez problématique. Et donc, l'Espagne offre d'abord cet avantage d'avoir une ressource naturelle assez importante, d'avoir une géographie qui permet effectivement des grandes étendues pour installer des grands parcs. Quand je vous dis grands parcs solaires, ce sont des parcs qui se représentent à peu près 300, 400 mégas, 500 mégas. D'accord ? Donc c'est sur 600, 700 hectares. Chose difficile à concrétiser ici en France. Et la première donc, des options, et la première notre première recherche, c'est d'obtenir donc une électricité qui soit pas chère. Parce que, in fine, si vous voulez produire de l'hydrogène, et si on veut effectivement arriver à cette transition énergétique, et s'il y a quelque chose qui nous réunit tous ici, c'est qu'on est convaincu que le vecteur pour parvenir à décarboner cette planète, c'est l'hydrogène. Hein, aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus assez fort là-dessus, mais encore faut-il que cet hydrogène soit à un prix compétitif. Parce que si nous n'arrivons pas à une échéance relativement court-moyen terme à avoir un prix compétitif, eh bien, les industriels, qui sont en grande partie les plus gros pollueurs, eh bien, ne passeront pas l'étape de l'hydrogène à court terme, et on ne parviendra pas donc à ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, comment arrive-t-on à avoir un hydrogène vert qui soit compétitif ? La première des choses, c'est d'avoir, comme je le disais, une électricité qui soit compétitive. Une électricité compétitive, c'est une électricité, pour nous, c'est notre opinion, qui ne passe pas par le réseau. C'est-à-dire que ce sont des parcs solaires ou des parcs éoliens qui sont directement connectés à des électrolyseurs, sans passer par le réseau. Ça vous évite effectivement tout un tas de coûts de transport, tout un tas de taxes, etc. Et ça permet également, pour des grands projets, d'éviter un problème technique qui est la capacité du réseau. Quand un grand industriel a besoin d'une capacité importante, en dizaines de milliers de tonnes, voire centaines de milliers de tonnes donc d'hydrogène par an, eh bien, on va pour cela avoir besoin d'une capacité de production, d'une capacité d'électrolyse qui se mesure en gigawatts. Et dès l'instant où vous parlez de gigawatts, eh bien, pour alimenter donc un électrolyseur qui a cette capacité-là, eh bien, il faut que le réseau électrique puisse fournir cette électricité. Et aujourd'hui, quand on arrive à des niveaux qui sont 3, 4, 5 gigawatts, et c'est quelque chose d'assez courant hein, pour l'industrie, eh bien, le réseau électrique ne permet pas de fournir techniquement donc, cette quantité d'énergie. Donc il est important d'avoir des parcs qui soient directement connectés des parcs de production d'électricité, donc solaire ou éolien, qui soient directement connectés à des électrolyseurs. Ça, c'est un premier élément. Mais dès l'instant où on parle donc de grands projets, de grandes quantités, on a deux gros obstacles, qui sont le transport, parce que transporter une molécule sous forme de gaz, eh bien, ça exige donc d'avoir des moyens de transport, donc des tuyaux. Et heureusement qu'il y a des gens ici autour de la table qui représentent des entreprises effectivement qui sont très opérationnelles là-dessus, comme Terega, et qui sont très convaincus hein, par ce besoin-là. Aujourd'hui, donc, on a un sujet de transport, donc il faut transporter cette molécule sous forme de gaz, et il faut être capable de la stocker. Et ça, c'est encore un second sujet. Le stockage aujourd'hui, c'est un stockage qui, a priori, devrait se faire dans des cavités salines. D'accord ? Donc, tout ça implique effectivement un travail de géologique important, un travail de recherche de sites où on peut effectivement trouver ces emplacements, ces cavités salines pour emmagasiner ce gaz. Et sans transport et sans stockage à grande échelle, on ne verra pas se développer l'hydrogène pour cette transition que nous attendons tous. Il y a une période intermédiaire pour voir avancer les projets d'hydrogène. Ce sont surtout les dérivés de l'hydrogène, comme l'e-méthanol par exemple, ou les e-fuels, le SAF, hein, Sustainable Aviation Fuels, qui offrent une caractéristique, c'est que dès l'instant où ils ont une forme liquide,
c'est beaucoup plus facile et à transporter et à stocker. Donc, si on ajoute à cela donc, des objectifs européens importants, comme par exemple, à partir de 2025, 2% du kérosène donc de l'aviation qui devra être effectivement donc, un kérosène propre, eh bien, on se dit qu'il y a effectivement sur cette voie-là, la voie donc, des carburants synthétiques, une belle option pour développer des grands projets d'hydrogène. Ceci dit, qui dit effectivement donc, parce que tout n'est pas facile, hein. Si c'était simple, effectivement, donc on ne réfléchirait pas tous à ces questions-là. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Et donc, si on veut développer effectivement des carburants synthétiques, eh bien, ça exige également donc d'être capable de capturer donc du CO2. Alors, capturer du CO2, parce que pourquoi les synthétiques, hein, c'est-à-dire qu'on constitue en fait la molécule, hein, une molécule donc d'hydrogène ou l'hydrogène, effectivement, sous plusieurs atomes d'hydrogène avec plusieurs atomes de carbone, et donc il faut récupérer ce carbone dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que capter du carbone, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, qui a un certain coût. Ces coûts arriveront à être réduits. Ce que l'on espère, c'est que la réglementation européenne soit plus flexible que ce qu'elle est aujourd'hui, puisque aujourd'hui on nous parle donc d'un carbone non biogénique, donc jusqu'en 2041. Mais à partir de 2041, on devrait utiliser uniquement du carbone donc biogénique, ce qui pose également des difficultés. Où est-ce qu'on va le trouver? Donc tout ça pour vous dire que les solutions, il y en a, c'est pas facile. L'Espagne est un pays dans lequel, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire et qui est probablement dans une situation privilégiée par rapport à d'autres pays européens. Je pense que l'Espagne sera un grand producteur d'hydrogène vert. La France ne sera pas un grand producteur d'hydrogène vert, il sera producteur d'hydrogène jaune ou mauve ou rose, selon les couleurs qu'on lui octroie. Donc c'est l'hydrogène d'origine nucléaire ou blanc. Mais là-dessus, ce qui est important pour la France, à mon avis, c'est de travailler de manière très étroite avec des partenaires donc, notamment l'Espagne. Pourquoi? Parce que vous pouvez tourner donc, les chiffres dans tous les sens. L'hydrogène d'origine nucléaire sera toujours plus cher que l'hydrogène vert espagnol. Donc l'hydrogène français sera toujours plus cher. Et ça, c'est une équation qu'on aura beaucoup de mal à résoudre. Pourquoi? Parce que la ressource, donc le prix de l'électricité, le coût de l'électricité nucléaire, donc le vrai coût, parce que pas le coût, non, c'est pas le coût de la reine à 43 € le mégawattheure, mais le vrai coût donc de l'électricité nucléaire impliquera qu'effectivement donc l'hydrogène d'origine nucléaire sera plus cher. Les chiffres que l'on pense tournent autour de 20 à 30% plus cher que l'hydrogène vert espagnol. Malheureusement, donc, pour bénéficier de l'hydrogène vert espagnol, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra donc des partenariats, il faudra des gens qui sont capables de transporter cet hydrogène donc, de l'Espagne vers la France. Et là, on touche toutes mes questions. Voilà. Je te laisse la poser. Non, avant de venir sur ce point-là, j'avais une autre question à te poser, parce que du coup, on comprend que donc, l'Espagne a certaines capacités foncières que la France n'a pas, a un soleil et un taux d'irradiation qui est supérieur à celui de la France, et donc qui permet de développer une puissance photovoltaïque importante. Il y a un point sur lequel on n'aborde pas trop la question, notamment en Espagne, et on l'a vu là, sur le mois dernier, c'est la capacité de la gestion de l'eau. Comment vous abordez cette question? On en a parlé un peu en préparant cette conférence, et je pense que c'est un point intéressant à partager, parce que ça peut être aussi une manière de réfléchir à la question pour la France. Oui, alors l'eau, c'est un sujet. Alors est-ce que c'est un vrai sujet ou pas? Quand on voit ce qui se passe ici depuis 2 jours, on se dit qu'il n'y a pas de problème d'eau, il n'y en aura pas, mais bon. Oui, mais au sud des Pyrénées. Au sud des Pyrénées, on a un sujet. Alors, je vais être un peu disruptif par rapport à ce qu'on entend. Tant qu'on a de l'énergie, on n'a pas de problème d'eau. Alors pourquoi? Parce que on peut arriver effectivement à utiliser de l'eau de mer, désaliniser l'eau de mer, qui était quelque chose de très coûteux jusqu'à présent. Mais dès l'instant où vous avez une énergie d'origine qui est, elle, peu coûteuse, eh bien, vous pouvez vous pencher sur des questions de désalinisation de l'eau et sortir une eau qui soit tout à fait compétitive donc, dans vos projets. Donc moi, le problème de l'eau, c'est un problème qui est réel, mais je voudrais donner quelques chiffres, parce qu'il y a quelques chiffres qui sont assez illustratifs. D'après vous, combien on consomme, combien on utilise, on prélève d'eau donc en France? On prélève à peu près 30 milliards de mètres cubes. C'est l'eau prélevée, mais ce n'est pas l'eau consommée. On prélève 30 milliards et on en consomme 6 milliards, à peu près. Et sur ces 30 milliards, eh bien, l'agriculture
représente à peu près 9% de ce prélèvement, alors qu'elle représente 48% de la consommation d'eau, en réalité. Donc tout ce qui est prélevé, en fait, par rapport, entre prélèvement et consommation, c'est que l'eau qui est prélevée, ensuite, revient dans la nature. Et l'énergie représente 62% de l'eau prélevée et seulement 22% de l'eau consommée. Notre consommation à nous, en tant que particulier, ça représente pour l'eau courante, ça représente à peu près 19% de l'eau prélevée et c'est 17 à 18% de l'eau consommée. Il y a un équilibre là, à peu près. Et donc, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, par rapport à l'agriculture, donc l'énergie d'une manière générale ne consomme à peu près la moitié de l'eau qui est consommée pour l'agriculture. Mais autre information quand même qui est intéressante, c'est que si vous comparez donc les différents modes de production d'électricité, et si on compare les différents modes de production d'électricité et d'hydrogène, eh bien, par rapport à une centrale charbon, sachez qu'une production de la même énergie que représente l'hydrogène, eh bien, consomme à peu près 10 fois moins d'eau qu'une centrale charbon. Et si on compare la production d'un hydrogène jaune, rose ou mauve, qui est l'hydrogène nucléaire, par rapport à l'hydrogène vert, qui utilise donc des sources renouvelables, eh bien, c'est à peu près 20 à 30% de moins d'eau consommée que l'eau. Donc l'hydrogène vert consomme à peu près 20 à 30% moins d'eau que l'eau nécessitée pour l'hydrogène de source nucléaire. Mais comment fait-on en Espagne? Parce que, en fait, je vais revenir à ta question. Je veux dire, comment fait-on pour effectivement s'assurer ces ressources en eau? Eh bien, dans un pays dans lequel les régions sont toutes autonomes pour gérer leur eau, eh bien, c'est pas toujours facile. Parce que quand vous dites, je vais utiliser l'eau, par exemple, d'Andalousie pour ensuite transporter cette molécule d'hydrogène donc dans le nord de l'Espagne, eh bien, ça ne fait pas plaisir, puisqu'on utilise une ressource hydrique qui est une ressource andalouse. Donc, comment fait-on en réalité? Eh bien, on négocie avec les propriétaires de sol, donc, qui sont propriétaires eux-mêmes de concessions d'eau pour leur exploitation. Et souvent, donc, ces exploitations, aujourd'hui, ces concessions d'eau ne sont plus utilisées. Elles sont plus utilisées parce que l'activité agricole ne fonctionne plus. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on négocie d'abord avec le propriétaire un transfert de la concession, et ensuite, on va négocier avec les confédérations des eaux, qui gèrent les eaux, et on leur dit, bon, si par exemple ce particulier avait 100 000 m3 par an, et qu'il ne l'utilise plus, eh bien, sachez qu'on va n'utiliser que 10 à 15% de ça, à peu près 20 000 m3, et on va vous rétrocéder 80 000 m3. Ce qui fait que, en fait, on apporte de l'eau dans nos négociations donc, aux confédérations, qui voient ça plutôt d'un bon oeil, grâce à un transfert donc, des droits d'eau de l'activité agricole vers l'activité de production d'hydrogène. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui, je trouvais ce modèle intéressant, parce que c'est vrai que du coup, la ressource en eau est gérée quasiment projet par projet, et que vous avez la capacité, vous, de défendre votre projet qui est censé être perçu dans le débat comme quelque chose qui va consommer de l'eau, comme quelque chose qui finalement rapporte de l'eau à la collectivité. Exactement. Bon, à côté de ça, vous savez, il y a tout un tas de techniques aujourd'hui pour utiliser les eaux retraitées, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça mériterait une exposition beaucoup plus longue. Mais la ressource en eau, c'est plus une question pédagogique, une question de compréhension et d'explication qu'un vrai problème de fond. Et ma deuxième question, et tu l'as un peu abordé, tu l'as un peu anticipé, c'était justement sur... donc vous avez des projets de production massive d'hydrogène, et donc du coup vous avez des productions complètement décentralisées, donc vous avez besoin de la transporter, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas produire forcément à proximité des sites consommateurs. Donc du coup, tu anticipes cette question sur la manière de dimensionner un réseau, et plus loin que ça, parce que est-ce que l'Espagne aussi a les capacités de consommer l'hydrogène qui est produit en Espagne? Est-ce qu'il y a plus loin la vision même de l'export international, ou en tout cas européen, de cet hydrogène, et donc du coup des interconnexions, qui est un peu le thème aussi de ces journées hydrogène? Bon, je crois que si on veut transporter l'hydrogène par voie de terre, je ne dis pas par voie maritime, par voie de terre, dans un territoire qui serait l'Europe, le meilleur moyen, c'est le transport de la molécule par tube. Ça, c'est clair, ce qui est le moins coûteux. On a des études qui ont d'ailleurs été faites avec vous, et Terega, c'est sur 1000 km, le surcoût donc, du kilo d'hydrogène sur le transport, c'est à peu près 16 centimes, d'accord, par tous les 1000 km. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable. D'ailleurs, on a vu que transporter du gaz, les expériences récentes nous ont démontré que le gaz a toujours été transporté par tuyau, donc c'est le moyen le moins cher. Concernant l'Espagne et la France, également quelques petits chiffres, parce que ça c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête.
L'interconnexion aujourd'hui, il y a une interconnexion électrique, il y a une interconnexion gazière entre la France et l'Espagne. L'interconnexion électrique permet aujourd'hui de transporter dans le sens Espagne-France à peu près 13 à 14 TWh d'énergie. L'interconnexion existante avec les 2 tuyaux qu'il y a à Biriatou et à Laro entre la France et l'Espagne permet de transporter environ 100 TWh. Donc c'est 6 à 7 fois plus, donc à travers des tuyaux de gaz qu'à travers donc un câble électrique. Il y a une question de coût également. Une question de coût. Aujourd'hui, les études sont assez claires. Transporter un électron, c'est beaucoup plus cher que transporter une molécule. Donc il vaut mieux transporter le gaz produit en Espagne et l'acheminer vers l'Espagne plutôt que de produire de l'électricité en Espagne et de l'envoyer en France pour alimenter des électrolyseurs, ce qui serait tout à fait ridicule, même si ça a été quand même un des sujets abordés par la présidence française il y a quelques mois en Espagne. Mais donc voilà, donc là ça c'est une partie de la réponse. L'autre réponse, effectivement, aujourd'hui en Espagne, qu'est-ce qu'on envisage de faire, c'est d'utiliser les canalisations existantes, soit pour les doubler et utiliser les servitudes de passage existantes, soit, est-ce que ça c'est encore un secret de polichinelle, mais il y a quelques mois, ou je dirais il y a 2-3 ans, quand on allait dans les ministères, qu'on parlait de blending entre le gaz et l'hydrogène, ou qu'on parlait de réutiliser les réseaux existants, eh bien on nous dit non, c'est pas possible, les tuyaux ne permettront pas de recevoir de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a des conclusions assez claires et qui coïncident entre la France et l'Espagne. C'est à peu près 70 à 80% du réseau existant pourrait recevoir de l'hydrogène. D'accord ? Donc, est-ce qu'on utilisera les réseaux existants ? Je le pense. Est-ce qu'entre-temps, il y aura des réseaux privés qui se mettront en place pour fournir des projets particuliers à des industriels particuliers ? Également. Ça verra le jour dans les prochaines années. Très bien. Et en fait, je réalise que je ne me suis pas présenté, c'est pour ça que tu faisais référence à Terega, mais donc du coup, je travaille pour Terega, je suis responsable de relations nationales chez Terega, et j'anime cette table ronde au titre aussi de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine que je préside. Merci Philippe, je vais passer la parole maintenant à Gurvan, qui travaille pour Hafner Energy. Je te laisse un peu nous présenter Hafner, parce que alors, dans ma veille technologique, je connaissais assez mal le procédé. Je trouve qu'il est très intéressant, celui qui est présenté par Hafner. Donc je pense qu'il mérite un peu une explication, parce qu'il est relativement nouveau, complexe, assez innovant. Oui. Et on a déjà parlé, mais j'ai aussi pas mal de questions sur les coproduits qui sont générés par votre procédé. Ok. Bonjour à tous, et puis je vous remercie à tous d'être présents. Oui, Paul, si tu peux passer. Alors, avant, quelques mots sur Hafner Energy. On est une entreprise familiale qui a été créée par Philippe et Marc Hafner. On a eu à peu près une existence d'une 20aine d'années. L'année dernière, en fait, on est rentré en bourse sur l'Euronext Growth. On a fait une levée de fonds. Depuis 20 ans, en fait, on a développé une expertise parce qu'on a travaillé sur des projets de valorisation de biomasse, donc une expertise sur tout ce qui est usage et valorisation de différents modes énergétiques qui viennent de la biomasse, et aussi une expertise industrielle de construction et d'ingénierie de projets. Et Hafner Energy, en fait, a développé, on va dire, une technologie qui s'appelle Inoka, qui permet, on va dire, à partir de résidus de biomasse issus des activités agricoles ou forestières, de la transformer en hydrogène. Pour cela, on a tout un procédé industriel. Donc on pourrait la couper en deux. Il y a la première partie qui permet de faire un gaz de synthèse. Donc un gaz de synthèse, c'est un mélange de gaz énergétiques, principalement d'hydrogène et de CO. Donc cette transformation de biomasse en gaz de synthèse est réalisée par notre technologie à nous, que l'on produit et qu'on conçoit en France, qui s'appelle Inoka, et qui est un procédé où on va venir chauffer cette biomasse, qui est la thermolyse, à peu près 500 degrés. On a des gaz de thermolyse, et c'est en fait des gaz avec des longues chaînes carbonées d'hydrogène, et qu'on va venir, on va dire, craquer dans un vaporeformage à 1200 degrés pour casser en fait les longues chaînes de carbone-hydrogène et obtenir justement ce gaz de synthèse. Donc ce gaz de synthèse, ensuite, on va venir le traiter, l'épurer, le purifier, le concentrer par des briques qui viennent principalement de l'oil and gas, qu'on a en fait déscalé un peu, fait en plus petite on va dire taille.
pour obtenir, on va dire, de l'hydrogène mobilité. Donc, on a ce premier produit principal, hein, avec de la biomasse, on produit de l'hydrogène. Et notre spécificité à nous, c'est qu'on produit du biochar. Le biochar est un charbon vert. Donc j'expliquerai après comment il peut être utilisé, mais en fait, c'est à la fois une matière première et à la fois un crédit carbone, de séquestration carbone. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois qu'on va dire qu'on produit un hydrogène, une tonne d'hydrogène vert, on va venir séquestrer 5,5 tonnes de carbone. Donc on dit qu'on est carbone négatif. Alors maintenant, pour répondre vraiment à ta question, donc on a un hydrogène vert parce que notre ressource principale est de la biomasse. Donc dans le Code de l'énergie en France, dans l'article 211, on va dire la biomasse est considérée comme renouvelable et sa définition est principalement, on va dire, autour de résidus ou de déchets, on va dire, des activités de la sylviculture et agricole. Tout ce qui concerne le sourcing électrique, c'est un peu comme on utilise de l'électricité dans nos procédés, parce qu'on a un procédé industriel. Donc il n'y a pas de règle, c'est comme un peu un réseau de chaleur biomasse ou une méthanisation. Le sourcing électrique n'est pas compté. On considère uniquement la matière première entrante pour dire qu'on a un hydrogène vert. Et nous, on dit même qu'on est même un hydrogène super vert, si je peux dire, super green, parce qu'on va venir séquestrer le carbone. On est même carbone négatif. Donc c'est un peu notre leitmotiv. Généralement, quand on entend le gros mot vaporeformage, on a souvent tendance à penser hydrogène bleu pour reprendre les couleurs, mais là, vous partez d'un intrant qui est une biomasse, qui est de la biomasse, donc quelque chose de renouvelable, et en plus, vous captez le CO2. Enfin, le carbone. Alors, et vous en tirez, du coup, en fin de procédé, un biochar. Et donc, le biochar, le biochar, tu le considères comme un déchet, comme un coproduit, tu le valorises comment ? Quelle est la définition que vous lui donnez et comment vous derrière, vous valorisez ce résidu, du coup, de la production ? Alors, le biochar, on va dire, il y a plusieurs définitions. Alors, on va dire, il y a le terme bio, hein, donc on va dire, on peut utiliser le terme biochar si on utilise des intrants, c'est-à-dire des biomasses naturelles et propres, donc comme, on va dire, issus de la forêt ou agricole. Il y a d'autres procédés thermochimiques identiques qui peuvent utiliser, par exemple, du bois fortement pollué ou des plastiques. Donc là, ça sera un char, ça sera un déchet, hein, que l'on ne peut pas valoriser. Ensuite, le biochar, comme je disais, c'est à la fois une matière première et à la fois un crédit carbone. Et donc, dans la matière première, on va dire il y a un standard technique qui est défini par l'European Biomass Certificate. Donc, c'est un code qui définit différentes spécifications techniques. Donc, le biochar, en fait, il est composé de différents paramètres physico-chimiques, notamment par exemple des métaux lourds. Et suivant où on va l'utiliser, si on va le mettre en amendement agronomique, ça veut dire qu'on va mettre le biochar dans le sol, ou on va l'utiliser dans le ciment, ça veut dire qu'on va utiliser le biochar comme carbone dans la production de ciment, ou même en charbon actif, si c'est un biochar de haute qualité. Il y a différents standards techniques que l'on doit respecter pour pouvoir valider le biochar comme amendement agronomique ou comme charbon actif. Donc ça, c'est on va dire la partie matière première. Après, il y a une partie aussi de mise en marché, parce que c'est comme toute usine de production, c'est un produit. Donc là, on a affaire à soit l'autorisation de marché française, ou soit maintenant, il y a des certifications CE sur le biochar qui se sont mis en place, qui sont beaucoup plus simples, et qui permet aussi de valoriser le biochar, par exemple si c'est en frontière de France, de pouvoir le vendre en Espagne. Donc ça, c'est la partie matière première. Et après, il y a la partie carbone qui est très complexe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le biochar est un séquestration carbone. Tout ce qui est carbone removal, le dioxide removal et CDR, pour l'instant, en termes de la réglementation européenne, ne peut pas être valorisé sur le système ETS, hein, des grands obligés type ArcelorMittal, etc. Il est valorisé sur un marché de carbone secondaire, par exemple, c'est Microsoft ou principalement des gens dans le digital, en fait, pour décarboner, qui achètent sur ce marché-là. Et ensuite, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, quelle quantité de carbone on va venir séquestrer, par exemple, dans le sol, et la valeur de ce crédit carbone. Donc pour ça, il y a des registres, des sociétés de registres, en fait, qui vont venir calculer le bilan carbone entre la production, le transport et l'usage à long terme.
quel carbone est réellement séquestré. Donc eux, ils ont la responsabilité de valoriser la quantité de carbone séquestrée. Et ensuite, après, il y a les marketplaces. Donc ça, c'est, on va dire, ceux qui vont mettre en marché, c'est les plateformes de marché qui vont mettre sur le marché à vendre à Microsoft ou autres le crédit carbone. Donc ça, c'est par exemple des gens comme Puro Earth, Vera, il y a plusieurs entités qui sont spécialisées sur ce marché secondaire. J'ai passé à la slide suivante pour qu'on puisse aussi là, parler un peu des réalisations concrètes d'Hafner et quand tu nous présentes un peu les projets qui sont en cours. Oui, alors on a en fait dans notre développement industriel, on a fait 2 pilotes et là on a un premier projet de démonstration en fait à l'échelle 1 qui est à Strasbourg. Notre client c'est Réseau de gaz de Strasbourg. Lui, pourquoi il veut de l'hydrogène? C'est principalement pour la mobilité de la collectivité. Donc c'est principalement pour ses bus. Bon, il va en valoriser aussi avec des industriels en fait à proximité du site. C'est une production en fait de 720 kg jour qui correspond à nous à 2 modules standards parce qu'on a standardisé notre technologie. Donc ça c'est un premier projet de démonstration qui est en cours et ensuite on a en début d'année concrétisé 3 nouveaux projets, donc un projet de production d'électricité avec notre gaz de synthèse en mode cogénération et puis avec notre partenaire aussi Carbon Loop qui va approvisionner par exemple les stations hydrogène d'Alico. 2 nouveaux projets d'hydrogène en fait, dont un à Villabé qui sera un site on va dire de production d'hydrogène et de distribution d'hydrogène par la société Alico. Voilà. Merci Gurvan. Est-ce que tu peux du coup tendre ton micro à Isabelle? Je suis très content de pouvoir animer cette table ronde avec vous parce qu'on entend beaucoup parler de vos publications et c'est un sujet passionnant qui est l'hydrogène naturel dont on entend de plus en plus parler. J'ai une petite question un peu naïve, c'est que, alors moi qui ne suis pas dans la technique, quand je suis arrivé dans la filière hydrogène, on m'a dit que l'hydrogène c'était la molécule la plus répandue dans l'atmosphère, dans l'univers, mais qu'elle n'existait pas à l'état naturel. En tout cas, pas seule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors est-ce qu'on nous aurait menti, est-ce qu'on se serait trompé, ou alors est-ce qu'on a découvert des choses entre-temps? Alors, voilà. Donc là, vous voyez un petit film qui est au fond des océans. Et il sort de l'hydrogène au fond des océans depuis quand même, voilà, c'est l'océan Atlantique, donc depuis 240 millions d'années, ça sort. Donc en effet, l'hydrogène existe. La source n'était vraiment pas à la page. Mais c'est vrai que même sur Wikipédia, il y a encore pas très longtemps, il y avait écrit que l'hydrogène sous forme gazeuse n'existait pas sur Terre. Et voilà, alors est-ce qu'on... Enfin, bon, y a des gens qui se trompaient, il y a des gens que ça intéressait de se tromper, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que cet hydrogène donc, qui est généré, donc là, au milieu des océans, il est généré par l'interaction eau-roche. Il y a l'eau des océans qui se retrouve en contact avec une roche chaude qui vient d'arriver au milieu des volcans qui sont au milieu des océans, et qui sont à l'origine de la tectonique des plaques. Ces roches n'ont jamais vu d'oxygène de leur vie. Elles s'oxydent immédiatement et ça libère l'hydrogène par réduction de l'eau. Donc ça, c'est un phénomène qui se produit tous les jours. Et il a été bien étudié parce que les gens se sont rendus compte que c'était quand même là qu'était née la vie, a priori. L'hydrogène, c'est vraiment du caviar pour les micro-organismes. Et c'est là que ça a pu se développer. Et il y a déjà 15-20 ans, il y avait des gens qui disaient mais c'est aussi une source d'énergie, c'est pas juste de la nourriture pour les micro-organismes, l'hydrogène. Mais voilà, ça n'impactait pas à l'époque. Il y a même un certain nombre de puits qui ont été depuis pétroliers, qui ont trouvé de l'hydrogène et qui ont été rebouchés parce que ça n'intéressait personne, l'hydrogène, il y a quelques années. Donc c'est en train de changer. Là maintenant, ces derniers jours, c'est dramatique. Maintenant, tout le monde veut savoir ce que c'est. Alors, oui, alors, au niveau où est-ce qu'il y a de l'hydrogène sur Terre, vous voyez plein de petits points roses sur cette carte. Donc ça, c'est les endroits où on sait déjà qu'il y a de l'hydrogène qui sort. Donc ça veut dire vraisemblablement qu'en cherchant en profondeur à ces endroits-là, on va pouvoir trouver des accumulations. Donc vous voyez tous les volcans médio-océaniques.
et puis des choses à terre, et c'est ce qui va nous intéresser. Alors vous voyez les points verts, les méthanes abiotiques, donc pour ceux qui ont fait un peu de chimie, quand on prend du CO2 plus de l'hydrogène, à la bonne température, on fait du méthane qui est dit abiotique, et on voit la différence avec d'autres types de méthane sur les isotopes. Donc en fait, si on passe dans l'optique hydrogène, les points verts, ça a la même signification que les points roses. Ça veut dire qu'il y a du méthane qui est en train, de l'hydrogène pardon, qui est en train d'arriver. La suivante. Alors, pourquoi il se forme de l'hydrogène? Donc je viens de vous dire qu'on réduisait l'eau en oxydant quelque chose. Donc ces roches océaniques qui arrivent au milieu des océans, elles ont été formées dans un endroit sans oxygène, donc dès qu'elles se retrouvent en contact, elles s'oxydent. Après, la roche, là, elle va ensuite s'éloigner des volcans centraux, se refroidir, donc se retrouver dans des conditions où cette réaction d'oxydation n'est plus possible, mais ensuite, plus tard dans sa vie, elle va pouvoir se retrouver éventuellement de nouveau dans des conditions où l'oxydation est possible, et en particulier quand elle se retrouve coincée dans des chaînes de montagnes. C'est le cas en Oman, Nouvelle-Calédonie, dans les Alpes, etc. Et là, de nouveau, on va générer de l'hydrogène. Bon, c'est très connu en Oman et en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps. Mais encore une fois, c'était connu, ça a amusé les gens, mais personne ne pensait de l'utiliser comme source d'hydrogène. Après, dans les Pyrénées, donc, vous avez certainement entendu parler qu'il y a des permis d'exploration d'hydrogène qui ont été pris dans les Pyrénées. Et c'est aussi ce type de roche, mais là, il n'est pas arrivé en surface, il est resté un peu en profondeur. Mais l'eau de pluie qui nous tombe en ce moment sur la tête s'infiltre dans les Pyrénées, va toucher ces roches et génère de l'hydrogène. Après, des roches riches en fer, ce n'est pas simplement les roches d'origine océanique. Il y a aussi des vieilles roches continentales qui sont riches en fer. Donc il y a des mines de fer, il y en a au Brésil, il y en a en Afrique du Sud, en Namibie, en Australie. Et ces roches, quand ils tombent de l'eau dessus, elles aussi vont générer de l'hydrogène. Il y a un autre type de réaction qui est la radiolyse. Donc là, il y a une radioactivité naturelle dans les roches et au moment où sont émises les particules alpha, bêta, gamma, s'il y a une molécule d'eau qui passe par là, elle va être cassée, ça va aussi libérer de l'hydrogène. Ce qui est intéressant, c'est que ça libère aussi de l'hélium, et l'hélium est un gaz crucial et très cher. Et donc il y a des endroits où on trouve des accumulations mixtes entre l'hélium et l'hydrogène. Et puis il y a quelque chose qui est plus lié en fait à la matière organique. Là, il vient de nous s'être décrit comment, en brûlant des déchets de bois, on peut faire un gaz de synthèse qui fait de l'hydrogène, du CO et quelques autres choses. Bon, ça s'appelait le gaz de ville quand on brûle du charbon. On peut le faire en surface, mais la Terre le fait aussi en profondeur, à des températures moins élevées en prenant un peu plus de temps. Et ça a été décrit en Chine, en Australie, et vraisemblablement, c'est la cause des indices d'hydrogène qui ont été trouvés en Lorraine. La suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, là, on voit tous qu'on a envie de trouver de l'hydrogène bas carbone et pas cher. En même temps qu'on commençait à chercher ça, donc au Mali, ça avait même démarré avant au Mali, il y a des gens qui cherchaient de l'eau, ils ont foré, il n'y avait pas d'eau, ils ont rebouché le puits, ensuite ça a explosé, ils ont vu qu'ils avaient trouvé de l'hydrogène. Cet hydrogène est brûlé pour faire l'électricité d'un petit village depuis une dizaine d'années, donc il est très peu cher. Bon, le puits n'était pas profond, donc c'est plus simple. Et il est presque pur, c'est à 98% de l'hydrogène pur qui sort. Donc actuellement, c'est plutôt artisanal. Ça fait l'électricité de ce petit village, je vous disais. Et Monsieur Diallo, là, que vous voyez sur la photo en bas, qui est le propriétaire de ce permis, regarde en fonction des réserves qu'il a réellement. Est-ce qu'il faut faire une usine d'engrais? Est-ce qu'il faut faire un pipe? Les questions classiques que vous vous posez si vous générez de l'hydrogène, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fonction du client. De l'autre côté, ce que vous voyez, c'est les deux photos. C'est aux États-Unis. On a un puits qui a été foré par la compagnie Natural Hydrogène de Slavazgonik et qui a trouvé de l'hydrogène. La flamme de l'hydrogène, bon, l'hydrogène peut s'enflammer directement dans l'air, mais la flamme est transparente, on ne la voit pas, et dessous, donc vous voyez exactement la même image, mais en caméra thermique. Et donc vous voyez la flamme de l'hydrogène qui sort du tube. Là. Ils sont en train de tester le puits, là aussi, pour savoir quelle est réellement la quantité et savoir quel type de développement ils vont pouvoir faire. Et ensuite, l'autre carte, c'est l'Australie. C'est juste pour vous montrer un exemple.
l'Australie a immédiatement, alors pour produire, pour explorer et produire une ressource naturelle, il faut que la loi le permette. L'Australie, dès qu'elle a vu qu'il se passait quelque chose, que cette ressource pouvait exister, a adapté sa loi minière. Et là, on est autour d'Adélaïde. Les deux permis en jaune ont été pris par une compagnie qui s'appelle Gold Hydrogen, qui n'a pas pris trop de risques. Elle s'est mise autour d'endroits qui, il y a 100 ans, vers les années 1930, avaient déjà trouvé de l'hydrogène. Et donc, s'y étaient pas intéressés à l'époque, mais les données, elles existent. Ils les ont vues, ils ont repris ces permis et ils vont forer là, le premier puits dans la péninsule de York. Et autour, c'est tous les autres permis qui ont été déposés en quelques années. Donc, c'est vraiment l'engouement, là, c'est la course au domaine minier pour pouvoir chercher ces hydrogènes. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les roches-mères, on est dans des roches très anciennes et riches en fer. La suivante. Alors, la France dans tout ça. Donc la France était relativement en avance sur la recherche. Il y avait des travaux pionniers qui ont été faits par l'IFPEN, en particulier en collaboration avec les Russes. Au niveau de ce qui se passe au milieu des océans, l'IFREMER et l'IPGP ont fait beaucoup de choses depuis 30 ans à peu près. Et voilà, maintenant c'est un peu d'autres groupes qui ont pris le relais. L'UPPA, on a un groupe de recherche assez important dessus, l'Université de Grenoble aussi. Et il vient de se créer un GDR hydrogène au niveau du CNRS et un PEPR sous-sol bien commun qui va permettre d'avoir aussi des projets de recherche là-dessus. En Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, dès qu'elle a vu qu'il se passait quelque chose, s'est dit est-ce qu'on en a en Nouvelle-Aquitaine? Et donc il y a un projet qui s'est construit subventionné par la Nouvelle-Aquitaine avec CVA, le BRGM, l'UPPA donc, et puis deux compagnies, 45.8 et Engie Storengy, donc bon, eux qui sont sur fonds propres, hein, et qui regardent globalement au niveau de toute la Nouvelle-Aquitaine où est-ce qu'il pourrait y en avoir. Les premiers résultats commencent à sortir et voilà. Donc il y a un premier permis d'exploration qui a été pris, qui a été demandé à côté de Orthez. Et au national, donc on a mis l'hydrogène dans la loi française depuis 1 an et demi. Et donc les permis sont en train d'être déposés. La suivante. Dans les Pyrénées, un petit zoom. Donc, il y a un travail assez systématique qui a été fait, en particulier par Nicolas Lefeuvre, à regarder l'hydrogène dans le sol et voilà, systématiquement dans toute une région. Il a vu les endroits où il y en avait le plus, là, donc vous voyez Sauveterre, et c'est là que les gens ont pris le premier permis. Vous voyez la coupe à travers les Pyrénées. L'hydrogène, il serait donc formé en profondeur et puis il s'échappe le long des failles de façon assez classique. Et vous avez la chance dans les Pyrénées d'avoir du sel. Comme c'est une roche bien imperméable, on espère trouver des accumulations sous le sel le long des chemins de migration du pétrole. Ça se passe au nord et ça se passe aussi au sud. Donc il y a une compagnie qui s'appelle Helios Aragon qui a pris un permis. Alors géologiquement, ça ressemble beaucoup. C'est sur le front pyrénéen, mais du sud, là, pas du nord. Et vous voyez la position de puits. Là aussi, ils se sont mis à côté d'un puits qui avait trouvé de l'hydrogène il y a une 60aine d'années. Et ben, voilà, ils espèrent reforer et pouvoir le produire. La suite. La façon dont la profession s'organise. Donc il y a une association qui s'est créée autour du pôle Avenia. Le responsable de la région en a parlé là, le premier jour, qui s'appelle Earth-H2. Et on a un certain nombre d'industriels, d'académiques, tout ça qui sont dessus. Vous voyez qu'il y a des gens dedans qui ne sont pas forcément intéressés par l'hydrogène naturel comme ressource, mais qui sont intéressés par l'hydrogène dans le sous-sol. Et donc, il y a une connaissance de l'interaction entre l'eau, la roche et l'hydrogène, et éventuellement aussi les micro-organismes, qui est intéressante pour tous. Donc, les gens sont là. Puis, bon, vous voyez des EPIC comme l'INERIS aussi pour la sécurité, et puis des compagnies de services comme Schlumberger. La suivante. Et ben voilà, ça s'arrêtait là. Je sais pas. Plusieurs questions à vous poser. Donc, on comprend qu'un des atouts de cette filière, c'est son coût. Vous expliquez que le coût, lors de nos échanges, était assez attractif, assez compétitif. Mais se pose la question des échéances. À quel moment on peut envisager que cette filière puisse
permettre d'extraire suffisamment d'hydrogène et de s'en servir? Quels sont quel est le calendrier que vous envisagiez? Alors le calendrier, il va être différent selon les pays et selon avec quel... parce qu'au début, il y aura un peu une question de chance pour on en trouve un peu, on en trouve beaucoup, on en trouve au premier forage, on en trouve au 5e forage. Mais disons que il faut toujours un peu de temps entre je fore, je trouve, je fais d'autres forages pour voir si j'ai trouvé un peu ou beaucoup et je mets en production. Donc entre 5 et 10 ans entre la découverte et ce qu'on appelle le first gas, c'est assez classique. Donc on peut s'attendre à qu'il y ait un pourcentage non négligeable de l'hydrogène qui soit naturel dans une dizaine d'années, par exemple. Après, on a en tête ce qui s'est passé pour le gaz de ville. Donc le gaz de ville, on chauffait du charbon et on fabriquait du gaz, et ça a duré pendant 150 ans. Et une fois qu'on a eu trouvé les grandes quantités de gaz naturel, on a arrêté de produire le gaz de ville parce que ça coûtait plus cher, c'était plus polluant, et puis par ailleurs on avait moins besoin de coke aussi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va aller beaucoup plus vite? Mais en tout cas, c'est pas pour demain matin. Mais il est possible que ce soit vraiment massif d'ici une vingtaine d'années. Et de toute façon, il faut avancer si on veut que ce devienne massif. Après, sur vos premiers points, le niveau du coût, alors en effet, le coût devrait être très attractif. Bon, ça va dépendre de la profondeur des puits, donc ce ne sera pas partout pareil. Mais il y a aussi le fait qu'on n'a besoin d'aucune énergie pour faire ça. Tous les hydrogènes manufacturés, on a besoin de monter en température, on a besoin d'utiliser de l'eau, on a besoin d'utiliser de l'électricité. Donc là, ce serait vraiment une ressource première, quoi. Enfin, ressource primaire, pardon. Et donc, du coup, vous évoquez le fait que ça puisse être massif. Quels sont les pays qui pourraient se positionner, du coup, sur l'hydrogène naturel, au-delà de la France, j'entends? Alors, actuellement, les pays où il y a le plus de forage de permis pris, ce sont l'Australie et les États-Unis. C'est ceux qui ont la loi l'a permis assez rapidement. Et puis, c'est des pays qui n'ont pas le sous-sol tabou, quoi. C'est clair que domaine minier, forêt, etc., ils savent faire. Ensuite, il y a des pays où les politiciens sont très pushy sur l'affaire. Actuellement, en Colombie, il y a un nouveau gouvernement, là, Pedro. La ministre des Mines et de l'Énergie a annoncé qu'elle ne donnerait plus de permis d'exploration de pétrole. Bon, ça va peut-être pas faire aussi brutal, mais qu'elle allait ouvrir le domaine minier à l'hydrogène. Et donc, eux, ils vont commencer les bid rounds compétitifs pour prendre du domaine minier. Donc, ils vont dire, bon, voilà, ce permis, dans quelques mois. Et donc, ça va aussi beaucoup dépendre du soutien gouvernemental. Et bon, on parlait tout à l'heure du vert, du bas carbone, de ceci, de cela. C'est vrai que la façon dont l'hydrogène naturel va rentrer dans la loi au niveau de l'Europe, enfin, ou dans la taxonomie, va influer sur la vitesse de développement en Europe. Mais ailleurs dans le monde, ça risque d'aller plus vite. On ne va pas nous attendre. Donc, potentiellement, c'est très intéressant. Mais vous avez évoqué donc, du coup, ce sous-sol tabou. Est-ce vous envisagez, vous imaginez peut-être que c'est une industrie qui pourrait ne pas susciter autant d'enthousiasme que ça en France? L'idée qu'il faille prendre les ressources chez les voisins ou les prendre chez nous, c'est quand même en train d'évoluer. C'est vrai que pendant longtemps, on n'a fait que fermer des mines en France ou interdire ceci, interdire cela. On n'a jamais interdit l'importation d'hydrocarbures. On interdit de prendre le nôtre, ce qui est quand même d'un point de vue éthique, à mon avis, un petit peu problématique, mais ce n'est pas vraiment la question. Donc, en effet, avec la Covid et avec la guerre, actuellement, les gens se rendent compte qu'on ne peut pas toujours acheter sur le marché ce dont on a envie. Donc, je pense qu'il y a un alignement des planètes pour se rendre compte qu'on peut travailler proprement le sous-sol et qu'on ne peut pas tout acheter ailleurs. Donc je pense que le fait que le président Macron annonce l'ouverture d'une mine de lithium en France, c'est quelque chose, il y a 30 ans, on n'y aurait jamais pensé. Le PEPR, sous-sol bien commun, rien que le titre, c'est quelque chose qui aurait été impensable il y a 5 ans en France.
Donc je pense que les gens commencent à se rendre compte que de toute façon, même dans leur smartphone, il y a plein de minerais et qui ne tombent pas du ciel, ils sortent de terre de toute façon. Donc j'espère qu'il y aura une prise de conscience sur le fait qu'on a des ressources et qu'il vaut mieux les sortir proprement chez nous à un coût un peu plus cher qu'ils peuvent être sortis en Afrique dans des conditions déplorables, et qu'il y aura un soutien et des citoyens et des politiques sur la question. Le BRGM alerte sur le fait qu'on peut faire des mines propres depuis très très longtemps et on peut forer proprement. Merci beaucoup. Du coup, je t'en prie. Non, juste une précision. Isabelle, on a une idée des réserves d'hydrogène naturel? Ce que ça représente en termes de volume, en termes de tonnes pour... Alors, il y a deux choses. Le problème, réserve versus flux. Les réactions d'interaction entre l'eau et les roches, on voyait ce petit film au fond des océans, elles sont très rapides. Avec mes étudiants, on met des oxydes de fer avec de l'eau dans un tube et une semaine après, on a de l'hydrogène. Donc on pense plutôt en termes de flux d'hydrogène. Certaines publications qui datent déjà d'il y a 3 ans, alors que les données sont en train de s'accumuler, elles parlaient d'un flux actuel de 25 millions de tonnes par an, donc un quart de la production actuelle. Ça ne tenait pas compte de toutes les roches-mères qu'on connaît. Voilà. Donc après, les gens qui regardent la radiolyse, ils parlent de 170 000 ans de production, etc. Mais voilà. Après, je pense que la ressource, elle est là. Maintenant, il faut voir ce qui va s'accumuler, ce qui s'est accumulé et qu'est-ce qu'on va... Mais donc, on est plutôt dans l'idée d'un flux, de la même façon dans les fluides géothermaux. Merci. Donc Clément, là on vient de voir donc du coup 3 différents procédés, donc l'hydrogène naturel, mais avant produit à partir de biomasse ou à partir d'électricité photovoltaïque. On a vu également aussi les définitions qui étaient en train de s'écrire, ou en tout cas de se débattre au niveau européen. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la proposition de valeur que propose Bureau Veritas et nous présenter un peu l'action de Bureau Veritas de manière générale et dans le cadre précis de l'hydrogène? Parce que visiblement, vous semblez anticiper la réglementation française, enfin les réglementations nationales et la réglementation européenne, et nous expliquer comment vous articulez tout ça et quel est le gain que vous apportez à la filière. Très bien, mais merci beaucoup. Je vais en profiter pour me lever parce que je vais prendre la voiture après, donc et ça me permet de voir les personnes au fond. Il y avait une petite slide pour présenter Bureau Veritas. Je ne sais pas, Kenny est pas, donc c'est pas grave. Donc, tu peux revenir en arrière. Donc Clément Poutriquet, moi je m'occupe de développer la filière hydrogène pour Bureau Veritas en France et j'accompagne également le groupe Bureau Veritas au développement de cette filière hydrogène. Donc pour présenter Bureau Veritas, parce qu'on nous connaît sans nous connaître, on est une entreprise française, c'est toujours intéressant de le dire dans ce contexte et dans ces journées hydrogène dans les territoires, qui a été créée en 1828, donc il y a quasiment 200 ans. Donc pour s'en rappeler, c'est simple, soit vous voyez le logo et puis vous voyez écrit 1828, soit vous vous rappelez que Jules Verne est né en 1828 et que Jules Verne, en tant qu'acteur de l'hydrogène, vous devez savoir que dans son roman L'île mystérieuse, il parle d'hydrogène comme étant un vecteur énergétique finalement de l'avenir, je le paraphrase très brièvement, mais qui compare finalement l'hydrogène avec le charbon. Et pourquoi je parle de ce bouquin, outre le fait donc cette première référence à la naissance en 1828, c'est que dans la deuxième page du livre, dans l'Incipit, Jules Verne cite Bureau Veritas. Il cite Bureau Veritas parce que ça commence par une tempête où il y a des navires qui sont jetés à la mer et Bureau Veritas a commencé son activité dans les années 1820 autour du domaine maritime parce qu'il y avait eu beaucoup de tempêtes et il fallait rassurer les assureurs sur les risques d'assurer des bateaux à travers l'Europe. Et donc 3 personnes se sont mises ensemble pour faire ces analyses de risque et donner ces garanties auprès donc des assureurs. Donc l'entreprise après s'est internationalisée. À chaque fois qu'il y avait un port, il y avait une personne de chez Bureau Veritas. Et c'est également diversifié. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à inspecter, vérifier ou tester, eh bien, on s'est développé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous ne pouvez pas le voir du coup sur la présentation, on est présent dans plus de 140 pays à travers le monde. Et donc on est l'entreprise française la plus présente à l'international devant Air France. Donc voilà pour la deuxième anecdote. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres. On va pouvoir se focaliser sur le sujet. Donc je vous ai dit, Bureau Veritas, c'est une entreprise internationale et le sujet de l'hydrogène a été justement traité et est traité aujourd'hui au niveau groupe Bureau Veritas.
on a Laurence Boiramé, qui est notre directrice groupe sur la filière hydrogène, qui vient de chez Engie, et qui, donc en l'espace d'un an, a voulu impulser justement une autre vision et accompagner cette filière hydrogène par rapport à tous les sujets que l'on a pu voir aujourd'hui sur justement la taxonomie de l'hydrogène, sachant qu'à terme, on n'aura jamais une définition unique de ce qu'est l'hydrogène renouvelable. Et donc je parle bien de renouvelable ou bas carbone, hein, je ne rentre pas non plus dans les sujets de couleur, je suis dans l'autre génération. Voilà, donc si on prend un petit peu la roadmap des projets hydrogène, Tu vas nous vexer, Philippe. C'était pas pour vexer. Non, mais justement, c'est un grand sujet aujourd'hui de qu'est-ce qu'on met derrière les mots hydrogène renouvelable, bas carbone, etc. Si on regarde, avant de rentrer un peu plus dans le détail, la roadmap aujourd'hui telle que l'on la voit, hein, c'est pas nous qui l'avons créée, sachant que c'est très résumé, hein, mais c'est de différentes études de l'Hydrogen Council ou de McKinsey. Finalement, si on regarde sur la décennie qui arrive, on est sur la première moitié de la décennie, 2020-2025, sur une période où de nombreux projets de production d'hydrogène sont en phase de développement. Donc, les porteurs de projets ont des enjeux de bancabilité, de prouver la viabilité économique du projet pour pouvoir le mettre en œuvre et pour pouvoir, à terme, l'opérer. J'intègre également dans les enjeux de bancabilité les enjeux d'assurabilité. C'est dès le début des projets où les porteurs de projets doivent se poser la question de l'assurabilité du projet et démontrer aussi que ça va être suffisamment sûr pour pouvoir garantir une exploitation en toute sécurité. Hop, donc on continue dans le temps, on arrive en 2025 et on va avoir une majorité de projets de production d'hydrogène qui vont rentrer dans la phase d'opération. Donc les enjeux de permitting seront passés, les enjeux donc de conception seront passés ou seront en train d'être passés. Et là, justement, les porteurs de projets ont un besoin de compliance, donc de conformité, prouver que le site est exploitable dans des conditions opérationnelles sûres et acceptables. Et donc on va continuer comme ça dans le temps, donc les projets vont se généraliser à travers le monde, et on va arriver sur une standardisation finalement de ce marché de l'hydrogène, où l'hydrogène va être considéré comme une commodité, donc une marchandise qui va être échangée de façon beaucoup plus simple par différents flux. Et donc là, ce qui pourra différencier plusieurs types d'hydrogène, c'est justement son impact environnemental, sa valeur et son attribut environnemental pour se différencier sur ce marché globalisé. Donc, bien évidemment, c'est résumé, hein, les enjeux de bancabilité, de compliance et d'attributs environnementaux, tout ça c'est dès la phase de conception et dès la phase de développement qu'il faut le regarder. Mais les curseurs varient au cours du temps, et donc au début c'est les enjeux de bancabilité, de conformité et d'attributs environnementaux. Et donc on s'est dit, aujourd'hui il n'y a pas de schéma international de certification de l'hydrogène. Et clairement, il est très probable qu'il n'y en ait jamais avant plusieurs décennies. Donc on a voulu nous créer un schéma qui pouvait apporter de la valeur, donc un schéma international qui s'intégrerait dans des réglementations locales lorsqu'elles existent. On a fait ce choix, et je reviendrai dessus juste après, de se focaliser sur ce premier schéma qu'on a sorti en début d'année, sur la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc j'allais directement ici. Et donc on considère, nous, pour avoir de l'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau, c'est qu'il faut, bien évidemment, de l'électricité renouvelable. De l'électricité 100% renouvelable, soit sur du branchement direct, on en a parlé, parce que là, on est capable d'avoir cette traçabilité, soit sur des systèmes d'achat long terme, type PPA. Et surtout, comme souvent quand on parle d'hydrogène renouvelable, associer un poids carbone par rapport à la production d'hydrogène créée. Donc là, vous voyez cette quantité de 2 kg de CO2 équivalent par kilo d'hydrogène produit. C'est un chiffre challengeant, enfin un chiffre ambitieux. On est plutôt aux alentours de 3,38 au niveau européen, mais c'est un choix. C'est un choix, encore une fois, parce que c'est une démarche volontaire que peuvent faire nos clients pour s'intégrer à terme dans une réglementation locale. La réglementation européenne aujourd'hui tend vers ce seuil, mais peut-être que dans d'autres plaques géographiques, ça sera des seuils qui pourront être différents. Donc on a ce pilier qui est indispensable, bien évidemment. Mais on considère que ce n'est pas assez pour considérer l'hydrogène comme étant de l'hydrogène renouvelable. Si on fait juste un calcul d'empreinte carbone, pour nous, il manque quelque chose. Il manque quelque chose parce que la filière hydrogène et la confiance et le développement de la filière hydrogène est conditionné à la confiance qu'accorderont les futurs usagers de ce vecteur énergétique. Si demain on a un accident industriel, ça sera critique pour la filière hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on a voulu rajouter un autre pilier qui nous paraît être indispensable, c'est le pilier de la sécurité. S'assurer de la conformité du site de production par rapport aux bonnes pratiques de l'industrie des procédés. Et il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se lancent sur cette filière hydrogène,
qui viennent de la filière ENR, qui savent très bien faire des projets et qui apprennent, et on parlait ce matin de ressources aussi, de compétences. Voilà, faire un process industriel gazier, c'est pas la même chose que gérer des électrons. Donc il y a cette nécessité à bien maîtriser les risques dès la phase de conception, en s'appuyant sur les bonnes pratiques tout au long de la conception. Et enfin, le troisième volet, le troisième pilier de notre certification, c'est la durabilité. Faire un projet à un endroit où on va flinguer l'environnement, où on va puiser des ressources en eau qui peuvent être critiques, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est un non-sens. Donc c'est pour ça qu'on avait voulu rajouter aussi ce critère de durabilité. Pour regarder l'ACV, l'analyse de cycle de vie, pour voir l'ensemble des contraintes environnementales du projet sur la production d'hydrogène, mais également les critères ESG. Les critères ESG, ce sont les critères non financiers que peuvent regarder les banques sur la bancabilité du projet, justement, complétés par l'empreinte en eau du projet. Et donc là, on essaye de tendre vers une approche plus holistique, finalement, de la maîtrise des projets hydrogène, et qui fait écho à la petite frise que vous voyez avant, sur les enjeux de... On se rappelle le premier, bancabilité, donc les critères ESG, sur les enjeux de compliance, donc on est sur la sécurité, et d'attributs environnementaux sur le troisième pilier de l'origine de l'électricité. Et du coup, comment ça se met en œuvre? L'idée, c'est de pouvoir certifier. La certification porte sur le site de production d'hydrogène, sur l'asset de production. Et là où c'est un petit peu plus différenciant de notre schéma de certification, c'est que la certification peut se faire dès la phase de design. Pour beaucoup, quand on parle de certification, et dans le cadre notamment des RFNBO, c'est au moment où on commence à ouvrir le robinet des premières molécules. Sauf que pour prouver la bancabilité du projet, la viabilité et la bonne conception par rapport même aux assureurs, il y a besoin de donner des preuves en amont dès la phase de design et de conception. Donc, dès la phase de design et de conception, on est capable d'évaluer par rapport à ces différents critères de life cycle assessment, donc analyse de cycle de vie, la partie safety et les critères ESG, de la bonne conformité du projet par rapport aux règles que je vous ai établies juste précédemment. Et après, en phase d'opération, une fois que le projet est avancé, mis en opération, eh bien on va refaire une évaluation sur la base de ce qu'on a pu voir juste avant, et on va s'assurer que ce qui avait été mis en phase de design est bien mis en œuvre sur la conception. Et donc on va certifier le site pendant 3 ans. Donc ceux qui connaissent les certifications type ISO 9001, c'est souvent la durée habituelle, avec des audits annuels pour s'assurer que il n'y a pas eu de modification du concept ou de certains critères de durabilité du projet. Donc là, on a notre site qui est en opération, on ouvre le robinet et on peut certifier le site par rapport à tous ces critères. Derrière, on va pouvoir labelliser, et donc on parle de labellisation, et on labellise l'attribut finalement de l'hydrogène pendant 1 an, avec des audits aussi réguliers, pour justifier justement une quantité d'hydrogène considérée comme renouvelable au sens du schéma de Bureau Veritas, pour après aider au trading de cette molécule. Et donc, c'est une première étape. C'est une première étape parce que aujourd'hui, l'objectif, comme vous avez pu voir sur le roadmap, c'est de produire de l'hydrogène, le développer. Et il va y avoir par la suite des enjeux aussi de traçabilité, de garantie d'origine. Et donc, il existe des schémas. On n'a pas pour vocation à remplacer, par exemple, Certify ou l'ISCC. C'est d'utiliser, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, l'ISCC ou Certify, qui vont être des systèmes de book and claim, pour l'intégrer dans notre schéma et apporter une vision plus holistique sur la traçabilité de l'hydrogène. Donc là, cet exemple, c'est sur la partie européenne, mais potentiellement, une démarche un peu similaire sur la partie Émirats Arabes Unis, sur la partie Australie, etc. On s'est focalisé sur la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau à partir d'ENR, et on travaille également sur des schémas complémentaires pour prendre en compte également le carbon capture storage dans de la production par vaporéformage, également de la production d'hydrogène bas carbone par l'électricité nucléaire, et peut-être à terme par biomasse. Tout est ouvert. Et donc dans la continuité, comme je vous ai dit, on va pouvoir certifier l'hydrogène qui va être produit, qui peut être utilisé notamment sur la production d'ammoniac. Et là, on va sortir, j'ai la présentation en interne de la semaine prochaine, donc je ne pourrai pas répondre aux questions techniques dessus, mais un schéma de certification de l'ammoniac renouvelable, justement pour avoir une vision de bout en bout et considérer vraiment un impact carbone sur tout le long de la chaîne de la valeur. Il n'y avait plus d'autres slides, c'était un petit test. Juste pour répondre peut-être à des questions qui pourraient être posées, ou on va pas tester les... Oui, alors déjà ce qu'on comprend, c'est que vous êtes plus ambitieux que ce que prévoit
l'Europe sur le seuil CO2. Comment vous comptez ensuite, donc on s'imagine que qui peut le plus peut le moins, mais comment vous imaginez le faire accepter par la filière au-delà de la France, mais dans le monde entier, étant donné que j'ai compris que c'était une démarche que vous voulez internationale? Exactement. Donc là, on s'appuie sur les entreprises, enfin les relais locaux de Bureau Veritas. Donc je vous ai dit dans 140 pays. Par contre, soyons clairs, j'ai pas des homologues hydrogène dans les 140 pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus actifs. Si on prend l'exemple de la plaque européenne, qui est une plaque que normalement tout le monde connaît ici, on a le cadre des RFNBO dont on parlait tout à l'heure, et je pense que tu vas peut-être en reparler, Simon. Mais sur ce cadre-là, en fait, il y a aujourd'hui un appel à candidature pour des schémas de certification pour reconnaître justement la certification d'hydrogène au regard de ces RFNBO. On n'a pas prévu de présenter notre schéma dans ce cadre-là, mais plutôt de s'appuyer sur des schémas existants qui ont toute vocation à le faire, et j'en parlais de Certify par exemple, de telle sorte à pouvoir intégrer Certify dans notre schéma, sachant que Bureau Veritas, à terme, a pour vocation d'être un certificateur du schéma Certify co-développé par Initio. Donc c'est vraiment de se mettre en H2 ready par rapport à une réglementation locale, et dès la phase de design stage, c'est pouvoir faire un gap analysis par rapport à la réglementation locale qui va se mettre en œuvre et commencer à donner des premières garanties qui sont, encore une fois, pas encore écrites. Il n'y a pas de standard national, il n'y a pas de standard international. Si tant est que demain il y ait un standard européen qui se mette en place, est-ce que donc du coup le schéma de Bureau Veritas pourrait s'adapter à celui-ci, réaligner ses modalités, ou c'est pas l'objectif? C'est fait pour vivre effectivement ce type de standard. S'il y a une norme qui sort, bien évidemment on va essayer de travailler avec cette norme pour pousser certaines idées, certains concepts qui nous paraissent fondamentaux pour le développement de cette filière hydrogène. Mais voilà, il y a une complémentarité en se disant qui peut le plus, peut le moins, et faire en sorte de donner des garanties sur cette filière hydrogène. Merci Clément. Merci. On va laisser Simon conclure pour nous dire un peu quelle sera la suite des événements, comment on se projette et quels sont les impacts un peu à envisager. On va essayer de se garder un petit peu de temps quand même si vous avez des questions dans la salle, donc n'hésite pas à être bref. Ça marche. Je vais essayer. Donc oui, je rembraye sur le dernier slide que j'avais dans mon propos introductif. Je disais la Commission européenne et globalement les législateurs européens, dans le cadre du paquet Fit for 55, dans le cadre de notre objectif de réduction de la dépendance aux hydrocarbures russes, a porté et porte toujours une très grosse ambition sur l'hydrogène, pour laquelle, côté France Hydrogène et côté filière, globalement nationale, on voit un angle mort majeur, c'est que cette ambition est portée sans neutralité technologique, avec une focale sur une composante qui sera majeure du système, l'hydrogène électrolytique renouvelable et ses dérivés. Mais on considère que d'autres modes de production d'hydrogène décarboné ont toute leur place. Grosso modo, et on y reviendra après, sur la transcription nationale de ces enjeux, c'est en quelques mots la décarbonation et la réindustrialisation, que ce soit pour l'hydrogène ou pour d'autres vecteurs. On fait face à un mur industriel et énergétique. Et envisager uniquement un mode de production alors que d'autres sont pertinents, c'est passer à côté de certaines opportunités d'optimisation économique, d'adaptation aux contraintes spécifiques à chaque territoire, au niveau des réseaux, des ressources disponibles localement. On parlait tout à l'heure, on y reviendra, de pyrogazéification ou thermolyse de biomasse avec des modèles d'économie circulaire locale. Donc on s'est battu côté France Hydrogène aux côtés du gouvernement pour rétablir une certaine neutralité technologique dans ces textes. Grosso modo, les grands textes européens donnaient des cibles d'utilisation ambitieuses par secteur, industrie, transport aérien, transport maritime, des cibles d'utilisation d'hydrogène renouvelable ou de ses dérivés. Et on a essayé de trouver des compromis win-win pour augmenter ces objectifs d'utilisation d'hydrogène décarboné, et que par contre, ces objectifs soient portés indifféremment sur de l'hydrogène électrolytique renouvelable, d'autres formes d'hydrogène renouvelable tout à fait légitimes, et l'hydrogène bas carbone produit à partir d'électricité nucléaire, parce que le modèle français dominant aujourd'hui qu'il y a dans le tuyau, c'est quand même de l'électrolyseur connecté au réseau électrique décarboné, qui va pouvoir fonctionner avec un très haut facteur de charge, avec pour partie du sourcing sur des ENR, et pour la partie, lorsqu'il n'y a pas de soleil, lorsque les éoliennes ne tournent pas, alimentées par du nucléaire. Et donc, deux grosses avancées un peu illustratrices de ce travail. C'est RED 3 qui est
encore en cours de finalisation dans les prochaines heures ou prochains jours, mais la cible d'hydrogène renouvelable dans l'industrie, donc de 42% en 2030 et 60% en 2035, on a obtenu la création d'un article 22B qui permet de baisser de 20% cet objectif d'hydrogène électrolytique renouvelable dans l'industrie, à condition que l'État en question qui demande cet aménagement atteigne en 2030 une part de 77% d'hydrogène non fossile dans son industrie. Traduisez ça par, ok, les nucléaires, vous pouvez exploiter votre avantage comparatif, peut-être de court terme, en tout cas votre avantage sur le nucléaire, à condition que vous alliez plus vite, plus fort, plus loin sur la décarbonation que les autres. Très bien, c'est quand même un beau défi. Ensuite, il faut voir comment est-ce qu'on le rend vraiment opérant, d'où l'objet de ces dernières négociations qui se jouent actuellement, mais c'est quand même un beau principe. Et on voit très bien que lorsqu'on on revient un peu vers une neutralité technologique pour décarboner, pour défossiliser, on peut augmenter encore les objectifs de décarbonation et de réindustrialisation. Deuxième texte assez parlant, c'est le règlement Refuel EU Aviation qui va donner des cibles de carburant aérien durable, dont une sous-cible de carburant aérien de synthèse. La France, dans le dernier round de négociation, a réussi à obtenir que cette sous-cible de carburant aérien de synthèse ne porte pas uniquement sur le liquérosène dérivé d'hydrogène renouvelable électrolytique, mais sur tout type d'hydrogène décarboné non fossile. Et grâce à ce traitement, on a pu fixer des objectifs plus ambitieux que ceux qui étaient à un moment envisagés dans les négociations. Donc voilà, c'est les compromis win-win qu'on cherchait et vers lesquels on commence à converger et on espère pouvoir transformer l'essai prochainement. Et tu peux passer au slide suivant, Paul. Je vais essayer de conclure. Et je disais, voilà, il y a cet enjeu européen. On commence enfin à avoir une approche un peu plus pragmatique au niveau européen, même si beaucoup reste à faire maintenant. Il faut également se regarder au niveau national. Qu'est-ce qu'on fait? Je le disais, on a un modèle dominant, et très bien, on va l'exploiter, d'électrolyseurs connectés au réseau électrique, très proche des sites de consommation, dans un premier temps, et avec un fort facteur de charge. Il n'empêche, même si on dispose de notre parc nucléaire fort, à 2030, on a des gros enjeux globaux de bouclage énergétique qui viennent beaucoup, actuellement on révise la stratégie nationale, qui viennent beaucoup percuter les ambitions de la filière française et du gouvernement, qui est de faire le leader mondial de la France, le leader mondial de l'hydrogène décarboné. Si on doit résumer, c'est porter cette ambition, ça implique de lancer maintenant des projets de production, de divers types de production, déjà d'hydrogène décarboné, pouvant alimenter différents usages qui permettront de constituer autour de ces différents usages, mobilité routière, carburant de synthèse, industrie lourde, des chaînes de valeur souveraines, performantes et qui soient capables d'aller ensuite performer à l'international, en France, et d'asseoir une base souveraine. Or, dans ce contexte de bouclage énergétique très tendu, on a un risque que l'État se concentre sur la décarbonation uniquement de ces quelques sites émetteurs, ce qui ne permettra clairement pas de faire de la France le leader mondial de l'hydrogène décarboné, comme voulu par le président. Et donc, sur les modèles de production, et ça reboucle, je pense, avec le sujet de l'atelier, hydrogène bas carbone, renouvelable, naturel, on a quelques recommandations dans le cadre de la stratégie révisée. C'est d'une part de planifier, d'aller au-delà de ce modèle électrolytique dominant qui a été poussé de manière exclusive par le gouvernement aujourd'hui. Donc planifier le déploiement des capacités de production d'hydrogène à partir de biomasse durable. Donc Hafner présentait son procédé tout à l'heure et on travaille d'ailleurs étroitement avec eux sur l'évaluation, la cartographie de ces gisements. Également se servir de l'hydrogène comme d'un vecteur d'accélération des énergies renouvelables. On parlait de raccordement direct tout à l'heure. C'est certain qu'on ne part pas du même point, malheureusement, par rapport à l'Espagne, sur le foncier, sur les autorisations administratives, etc. Toujours est-il qu'on doit accélérer à fond sur les ENR d'ici 2030, d'ici 2035 en France, et on anticipe, les filières industrielles, développeurs ENR, anticipent un énorme goulot d'étranglement sur le raccordement de ces énergies renouvelables. On veut voir et planifier sur la carte en quelle mesure le raccordement direct d'électrolyseurs à certains gisements renouvelables permettrait de les exploiter, parce que sinon ils resteraient inexploités pour problème de raccordement au réseau. Également poursuivre et accélérer sans doute les investigations, mettre les moyens sur la prospective la prospection pour l'hydrogène natif. Et enfin, tout simplement travailler de manière générale à comment est-ce qu'on accélère le déploiement des énergies renouvelables. Donc voilà, avoir une approche interfilière pour se donner des respirations énergétiques, parce qu'on va dans un monde et une France en extrême tension en 2030-2035, et on aura besoin
toutes les voies de production pour atteindre nos objectifs de décarbo et de réindustrialisation qui sont très ambitieux. Merci Simon, tu as tenu parfaitement le temps. 7h34, nickel. Il nous reste 3 minutes pour prendre quelques questions s'il y en a déjà dans la salle. N'hésitez pas, sinon vous avez gagné 3 minutes sur la pause. Ah, une première question. Alors comme vous avez remarqué, c'est moi qui distribue la parole depuis tout à l'heure, donc je vais continuer, je vais me déplacer dans la salle pour vous passer les micros. Merci, Jeannette Camina de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ma question, elle est au sujet de l'hydrogène naturel, parce que finalement, vous avez un exposé assez optimiste par rapport aux ressources, aux flux naturels qui existent. J'avais entendu dire qu'il y avait quand même des verrous technologiques, notamment sur la capacité d'extraire. Il y a souvent des mélanges, j'avais entendu dire, de gaz du sous-sol, la capacité à extraire, Alors, des verrous technologiques, non. Forer et produire du gaz, là où il va falloir faire attention, c'est de ne pas avoir de fuite, parce que c'est quand même un gaz assez explosif, mais c'est un gaz très léger. Donc, dès qu'un puits va arriver dans un endroit où il y a de l'hydrogène, il va sortir. Il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Après, des stockages souterrains d'hydrogène, il en existe depuis déjà un certain nombre d'années. Pas tellement en France, il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, mais qui sont pour certains gérés par des compagnies françaises. Donc forer sur de l'hydrogène, avoir tout ce qui est valve, joint et tout ça qui tient à l'hydrogène, on sait faire. Donc je pense que les verrous, ils sont pas forcément là. Après, comment va se comporter l'hydrogène dans le sous-sol, en présence d'eau, en présence de micro-organismes, etc. On a plus de questions. Mais ce ne sera pas au niveau de la production, pour moi, le problème. Après, est-ce que je suis optimiste dans les réserves ? Non, je pense qu'on ne connaît pas encore beaucoup de choses, mais ces dernières années, à chaque fois qu'on cherche dans une zone où on suspecte, on en trouve. Donc voilà, je ne sais pas pour votre région, mais le problème, ça va être de trouver des accumulations, pas trouver l'hydrogène lui-même. Et puis ensuite, travailler proprement pour pas qu'il y ait de fuite. Bonjour, Gaëlle Valzer, Equance. C'est toujours pour Madame Moretti. En fait, plus précisément, moi, je me pose la question de la qualité de l'hydrogène qu'on va pouvoir sourcer justement aux différents points à travers le monde. Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui que c'est à peu près le même style d'hydrogène et que du coup, des traitements de surface pour obtenir les qualités requises pour de l'usage pile à combustible ou autre, on sera sur les mêmes choses? Ou est-ce qu'il va y avoir aussi une phase d'analyse pour savoir justement en fonction de ce qu'on va trouver, quels sont les traitements qu'on va devoir mettre en place pour obtenir ce qu'on souhaite? Alors on compte sur l'industrie pour séparer les gaz en surface. En effet, c'était une partie que... Là, au niveau du Mali, ils ont beaucoup de chance, c'est 98%, et puis je crois que le reste, il doit y avoir un peu d'azote et un peu de méthane. Oui, bon, les séparations en surface, on sait les faire. Ça va dépendre du flux, ça va dépendre de la température. Par exemple, si c'est lié à de la géothermie, on sort dans des gaz chauds, c'est assez facile de séparer. On n'a pas... les contacts que j'ai eus pour l'instant avec Linde, Air Liquide ou d'autres, ils sont plus à me dire, dès que vous aurez trouvé, on les séparera, c'est pas un problème. Après, je pense qu'en fonction de la quantité, ça va être différent. J'ai aussi discuté avec une boîte dont le nom m'échappe là, mais qui fait ça dans l'espace pour la station internationale aussi, séparer les gaz. Enfin, voilà, il y a en effet dans l'industrie énormément de process qui sont connus et ça va rajouter un coût, hein, c'est clair. Mais je pense que les gens sauront faire, quoi. Oui, bonjour, Raphaël Gay, Association Atlantec, La Rochelle. Moi, j'avais une question. Si j'ai bien compris, finalement, la définition de l'hydrogène, ça va dépendre de son impact carbone. Si on est en dessous de 2 kg de CO2 équivalent par kilo d'hydrogène, on est sur de l'hydrogène renouvelable. Si on est en dessous de 3,38, on est sur de l'hydrogène bas carbone, quel que soit le moyen de production. Et du coup, sur l'hydrogène naturel, on va devoir l'extraire. Ça va éventuellement ajouter de l'impact carbone. Est-ce qu'on est en capacité de garantir que l'ensemble du cycle de vie, sur l'ensemble du cycle de vie, pour avoir cet hydrogène, on reste sous ces seuils de CO2 équivalent? Alors,
enfin, je ne sais pas si le mot extraire est vraiment le bon. Hein. Enfin, je veux dire, dès que vous tombez sur du gaz, il sort. Enfin, mais dans après, les Pyrénées, il faut aller le chercher. Non, il va falloir forer le premier puits ou les autres puits. Donc, en effet, l'analyse du cycle de vie, elle devra être faite au cas par cas, comme d'habitude, parce que ça va dépendre de la profondeur du forage. Si on fore à 100 mètres, à 2000 mètres, à 4000 mètres, voilà l'impact du forage. En général, dans le forage, quand on fait le calcul, c'est pas tellement le forage lui-même, c'est ce qui est autour. Voilà, j'avais fait des calculs il y a quelques années, par exemple le fait de goudronner l'espace autour du forage et le type de truc. Après, il faut bien voir que le forage, c'est selon la profondeur, 1 mois, 2 mois, 4 mois de forage. Ensuite, on l'enlève le derrick. Ensuite, le gaz, il sort tout seul. Mais de toute façon, toute analyse du cycle de vie correctement fait, c'est au cas par cas, c'est pas des généralités. Mais si, au Mali, par exemple, où ça c'est produit depuis 10 ans. L'impact du forage, c'est une fois, et ensuite on peut produire, bon là ils en sont à 10 ans, ça peut-être pendant 50 ans on va produire aussi. Donc c'est aussi à diviser par le nombre d'années qui va être la production. Merci. Je me permets aussi de rajouter un point. Si on prend l'exemple de l'hydrogène électrolytique, on est à peu près à 70% du poids carbone qui est sur la base de l'électricité. Donc le CAPEX, effectivement, est une part assez anecdotique, d'autant plus si on le valorise sur du long terme. Et donc, comme vous l'avez dit, finalement, une fois qu'on a foré, une fois qu'on a un CAPEX assez faible, il n'y a pas d'énergie supplémentaire pour avoir notre hydrogène. Donc la CV risque vraiment, de façon très approximative, risque d'être très intéressante. Ouais. Et pour compléter, du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ACV et de l'impact sur le réchauffement climatique, donc les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi les autres impacts, la biodiversité, les choses comme ça, qui sont aussi à prendre en compte. Et c'est là où il faudrait peut-être creuser le sujet sur l'hydrogène, tous les types d'hydrogène finalement, et les moyens de les produire. Voilà. Oui, et juste pour compléter, au-delà de l'analyse de cycle de vie qui doit forcément être menée d'un point de vue purement réglementaire, ce cycle de vie, la Commission européenne, là on est sur un cadre européen, le prend pas forcément. Concrètement, sur l'hydrogène électrolytique renouvelable, on ne prend pas en compte les émissions liées à la phase de fabrication amont, soit des modules photovoltaïques, soit des éoliennes. Et donc il est fort probable, si on retranscrit ça, la méthodologie reste à faire pour l'hydrogène natif, mais si on retranscrit ça sur l'hydrogène natif, voilà, la phase amont liée au forage ne sera probablement pas comptée. Et malgré tout, même si on l'a comptabilisé, ça rentrerait largement dans les clous par rapport aux chiffres qui viennent d'être donnés. Oui, François Camerlinck, RTE. J'aimerais savoir où en est la maturité des projets en Espagne. Je connaissais Ideal, je découvre H2V Énergie, et j'en profite pour dire devant l'Assemblée que 5 gigawatts, on sait faire, on est en train de le faire du côté de Fos-sur-Mer, et que oui, après, c'est une question économique, mais effectivement, quand on est en Espagne, on n'est pas en France, enfin, ça a été dit, sur les paysages, sur tout ça. Et globalement, c'est aussi un contexte, parce que quand on a une grande entreprise avec ses salariés qualifiés, etc., qui ne peut en gros pas bouger, ben oui, elle va prendre l'électron si elle ne peut pas faire autrement. Et donc, à un coût qui peut être supérieur, bien sûr, mais donc je voulais redire ça. Le réseau, c'est quand même faire pas mal de choses, même si, comme le disait votre voisin, effectivement, on a des enjeux énormes aujourd'hui sur l'électrolyse. Et on n'a pas vu ça depuis longtemps, mais on s'y prépare et on essaie d'éclairer, même de prendre des longueurs d'avance. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour entendre toutes les initiatives et à quoi ça va ressembler demain. Merci. Votre question, c'est de savoir où est-ce qu'on en est en Espagne. Donc, en Espagne, bon, vous entendez parler de beaucoup de projets. Hein. Effectivement, Ideal, c'est l'un d'entre eux. C'est un projet dans lequel nous participons, donc DH2, dans une joint venture avec ArcelorMittal, avec Fertiberia, avec Enagaz. C'est un projet de 100 000 tonnes d'hydrogène à l'horizon 2026-2027 et 300 000 tonnes d'hydrogène à l'horizon 2030. C'est un projet qui exige effectivement qu'on ait tous les permis pour installer des différentes centrales solaires sur un axe qui va de la Castilla y León. La Castilla y León, c'est le centre ouest de l'Espagne, vers les Asturies.
puisque effectivement donc, les usines de Fertiberia et d'ArcelorMittal sont dans les Asturies. Et l'étude du transport par tube est très très avancée. Aujourd'hui, Enagaz devrait lancer à la fin de l'année donc, les demandes de permis sur une route qui est tracée, qui est connue et qui, comme je le disais tout à l'heure, donc, a tendance à suivre donc, les servitudes déjà existantes, donc le tuyau existant, pour créer un tuyau en parallèle. Ça, on va dire, c'est le projet IDEAL. À plus court terme, nous, DH2, on aura un premier projet qui devrait être construit, dont la construction commencera donc l'année prochaine en Aragon, à côté d'Huesca. C'est un projet de 50 MW de solaire avec 35 MW d'électrolyse et avec une vocation d'utiliser donc cet hydrogène pour à la fois de la mobilité et pour des industriels. Donc, alors, industriels dans un réseau relativement proche, puisque c'est moins de 100 km. Et c'est effectivement sans utiliser aujourd'hui donc un tuyau, parce que le tuyau qui serait destiné uniquement à un usage personnel donc d'une entreprise est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc aujourd'hui, ça sera un transport par camion, avec 3 camions au jour d'une tonne par camion qui transporteront donc une tonne d'hydrogène par camion, 3 tonnes par jour exactement. Donc qui seront délivrés donc dans des entreprises, une entreprise en particulier qui souhaite recevoir cet hydrogène donc à l'horizon 2025, fin 2025. Voilà. Mais des projets, il y en a beaucoup, effectivement, beaucoup. Comme on dit sur le papier, on peut tout imaginer. Hein, donc, mais aujourd'hui, je pense que c'est les infrastructures qui sont nécessaires. Et donc, je suis d'accord avec vous. Hein, je veux dire, vous représentez RTE, de la manière que le réseau électrique a besoin d'être donc est un allié hein, quelque part. Si on veut arriver à cette décarbonation, eh bien c'est la même chose pour le réseau de gaz. Donc on a besoin d'infrastructures et personnellement, je suis si j'étais à la Commission européenne, j'insisterais plus sur les infras que sur au niveau des subventions que sur les aides sauf à des entreprises qui font de la R&D, hein, ça c'est clair. Mais donner des milliards ou des millions d'euros à des entreprises industrielles pour arriver à un prix commercial, un tarif commercial qui soit compétitif, ben, c'est pas à mon avis la bonne démarche. La vraie démarche, c'est travailler sur les réseaux, travailler sur les infrastructures dans un premier temps. Voilà. Pour la petite histoire, hein, je vous donne un exemple très simple. Vous allez penser que je suis un anti-subvention, mais je pense qu'effectivement les subventions ont tendance à porter préjudice en fait au développement d'une filière. Aujourd'hui, vous demandez à des fabricants d'électrolyseurs donc de vous offrir un prix. Bien, les prix sont tous très proches, hein, mais ils sont à 2,5 fois le prix des électrolyseurs chinois. Donc encore une fois, on va perdre la bataille industrielle donc, des fournisseurs. On va une fois de plus se retrouver avec des fournisseurs chinois qui seront beaucoup plus compétitifs à court terme que des fabricants européens. Et ça, c'est pour moi, c'est le grand échec de l'Europe. Mais ce n'est pas un échec d'il y a 2 jours, hein. C'est un échec d'il y a 40 ans. Et on n'a pas été capable de créer une chaîne industrielle qui soit capable de concurrencer la chaîne chinoise. Voilà. Merci Philippe. On va prendre 2 dernières questions. Bonjour, merci beaucoup. Raphaël Guioni du laboratoire d'économie et management à l'Université de Nantes. J'avais une question du coup qui est liée un peu à la fin de ce qui a été dit juste à présent par rapport aux électrolyseurs. Alors moi, c'est plutôt par rapport à la molécule en elle-même d'hydrogène. Comment toutes ces productions d'hydrogène, qu'elles soient donc bas carbone, vertes, voire hydrogène natif, prennent-elles en compte cette menace de la concurrence internationale qui, alors c'est bien sûr que des plans sur le papier, mais si elle se réalise, l'Europe compte quand même importer une bonne partie de son hydrogène via notamment le Chili, ou on peut penser à certains pays d'Afrique du Nord qui affichent, c'est que de l'affichage, mais qui affichent quand même des prix extrêmement compétitifs que nous ne pourrons pas reproduire en Europe. Comment positionner les projets que nous avons en Europe pour qu'ils restent rentables et surtout qu'ils ne disparaissent pas avec la concurrence internationale. Quid d'une taxe carbone aux frontières, c'est déjà en train d'être placé, mais quid d'une protection un peu aux frontières de l'Europe? Est-ce que dans les projets qui sont actuellement mis en place, cette menace est prise en compte et est discutée? Merci. Simon, avant que tu répondes, je prends la dernière question et on répondra aux 2 d'un coup, s'il te plaît. Ça marche.
Bonjour, Patrick Rateau, donc je suis indépendant. Je parcours le salon avec un concept de stockage d'hydrogène en milieu marin profond. Est-ce que ce serait envisageable de le connecter aussi au réseau d'éoliennes et solaires espagnols? Donc l'idée étant de stocker par 3000 mètres de profondeur pour l'avoir directement à 300 bars et pas avoir de limite de volume de stockage. En plus pour le Bureau Veritas, un système sécurisé vu qu'il y a 3000 mètres de haut au-dessus qui va l'isoler. Voilà ma question, est-ce que c'est envisageable pour l'Espagne? Ouais. Si. Oui, je te laisse la seconde, volontiers. Non, mais ouais, sur la concurrence internationale, bon, la première chose, c'est que oui, on porte une ambition européenne, donc collective sur l'hydrogène. Par contre, l'Europe, ça reste une Europe des 27, donc il y a des stratégies nationales extrêmement diverses. Et pour changer, on n'a par exemple pas du tout la même approche de la stratégie hydrogène que nos voisins d'outre-Rhin qui misent, pour des raisons de contraintes sur leur système énergétique, qui misent bien plus sur l'import, pas forcément de l'hydrogène en tant que tel dans un premier temps, mais d'abord de ses dérivés, et ensuite effectivement de l'import d'hydrogène ibérique par pipe. Sur la concurrence internationale, il faut voir usage par usage. Concrètement, si on veut conserver une base d'industrie lourde, la plupart des retours qu'on a aujourd'hui à l'international sur les pays tiers de l'Union, donc pas la péninsule ibérique, qui sont très richement dotés en ressources renouvelables, de manière très légitime, leur premier intérêt, leur premier objectif, ça n'est pas d'amener de l'hydrogène ou s'en dériver aux partenaires européens. C'est de produire de l'hydrogène renouvelable massivement sur leur sol pour ensuite faire des briquettes, prendre la valeur ajoutée de la sidérurgie, faire leurs propres engrais azotés qu'ils exporteront et créer cette valeur. D'où le fait de créer une stratégie nationale qui est un peu une stratégie européenne qui est sur deux jambes, à la fois des objectifs d'import qui sont quand même ambitieux et en même temps disposer d'un socle de production européen qui nous permettent de conserver ce pouvoir de négociation et cette base pour avoir une industrie lourde. Concrètement, c'est ce qu'on fait en France aujourd'hui. Dans la stratégie nationale, l'idée, c'est de développer un socle suffisant de production nationale, en misant notamment sur notre avantage nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé, qu'on est une forteresse fermée aux imports, au transit des molécules de synthèse ou de l'hydrogène dans un second temps. Et, ça viendra. Donc il y a cette espèce de deux jambes, peut-être un soutien privilégié à l'industrie lourde, donc aux utilisateurs des aciéries, des sidérurgies, de l'ammoniac pour pouvoir préserver une base nationale. Ensuite, sur l'import globalement de la molécule, oui, il y a certains prix qui sont affichés. Par contre, sur les temporalités de déploiement, notamment lorsqu'on parle de pays tiers distants, on a quand même des gros doutes sur le prix final. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le prix final, sur le moment auquel cet hydrogène sera disponible. Donc, et l'impact carbone. Voilà. Après, le transport, en toute transparence, transport maritime est extrêmement efficace, donc même en incluant tout ça, ça va, quoi. Mais c'est plus, voilà, quels seront les intérêts de ces États? Est-ce qu'ils voudront plutôt nous exporter une molécule ou d'abord, en fait, développer une très très forte industrie lourde sur leur territoire? Et c'est parfaitement légitime de leur part. C'est juste comment on se positionne par rapport à ça. Et juste sur le MACF, lorsqu'on a une molécule décarbonée, en fait, ça ne change pas. On ne va pas faire une taxe carbone sur quelque chose qui rentre déjà dans les clous au niveau carbone. Et en plus, le Parlement européen, on n'a pas trop compris pourquoi, ça ne vient d'aucune analyse d'impact, a décidé d'inclure l'hydrogène dans le MACF, ce qui n'était pas la proposition de la Commission, et n'a pas inclus ses dérivés. Donc là, pour le coup, on a au contraire un vrai risque de fuite carbone, parce que les quotas gratuits qui peuvent financer en partie la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone vont disparaître progressivement pour la production européenne, alors que d'autres États pourront très bien plus subventionner leur hydrogène pour ensuite nous l'amener. Donc petit risque là-dessus à corriger très vite. Merci Simon. Oui, bon, c'est vrai que on pourrait rebondir sur ce que vient de dire Simon. C'est vrai que le sujet de l'import est un vrai sujet. À l'horizon 2030, on envisage 20 millions de tonnes de besoin d'hydrogène donc pour l'Europe, et dont 10 millions seraient de l'importation. Donc déjà, il faut arriver à produire 10 millions en Europe, sur place, ce qui ne va pas être simple. Et on n'échappera pas à l'importation.
Et je pense que justement sur le plan géopolitique, il y a de nouvelles stratégies à bâtir. Et là, je pense que le rôle de l'Europe est fondamental. Et moi, je crois beaucoup donc à une nouvelle relation entre l'Europe et l'Afrique. Et il faut à tout prix qu'on soit capable de résoudre un problème qui est un problème d'immigration aujourd'hui, qui est très très fort et qui va s'accentuer dans les prochaines années, par une solution énergétique. Je pense que la solution énergétique peut être effectivement une des solutions au flux migratoire qui ne va faire que s'accentuer dans les prochaines années. Ça mériterait donc un débat beaucoup plus profond. Juste pour préciser, dans les pays dans lesquels nous sommes, malheureusement, moi je défends ta position qui est de dire qu'il faut produire l'hydrogène en local pour créer de l'industrie donc dans des pays qui en ont besoin. Malheureusement, beaucoup de ces pays, l'Uruguay, le Chili, le Maroc, pensent uniquement export, malheureusement. Donc, alors qu'ils auraient besoin effectivement donc, de penser tout d'abord à créer de l'énergie pour eux. Bon, je vais essayer de répondre à la question du monsieur indépendant. Alors, effectivement, donc, enfouir et stocker donc, dans des fonds marins, sous l'eau, oui. Bah, ça existe, hein, puisqu'effectivement, donc en Espagne, on a, pour le gaz, hein, en tous les cas, donc, des stockages sous-marins. Il y en a un, d'ailleurs, pas loin d'ici, hein, au large de Bilbao, qui est un des stockages de gaz, qui appartient à Enagaz et à Repsol, je crois. Mais pour l'Espagne, on a une déconvenue il y a quelques années. C'était un projet qui s'appelait Castor, hein, qui effectivement était au large de la Méditerranée, où effectivement tout avait été creusé pour recevoir du gaz, qui était le gaz algérien, hein, qu'on devait emmagasiner là-bas. Et ce projet Castor, qui coûtait des milliards, hein, on parle de milliards, hein, donc à l'État espagnol, eh bien, n'a pas vu le jour pour des raisons sismiques. En fait, il y a eu des études sismiques qui ont montré que finalement, il y avait un gros risque. Et c'est tombé à l'eau, mais malheureusement l'étude est arrivée après la construction, quoi. Un état relativement avancé de la construction, ce qui fait que le coût a été assez douloureux. Et c'est pour ça qu'en ce moment on ne parle pas, hein, d'enfouissement et de stockage dans des cavités, dans le sol marin, hein, donc en Espagne pour l'instant. On parle beaucoup plus effectivement de cavités salines. Il y en a beaucoup en Espagne, hein, vous le disiez, hein, effectivement il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de fonds qui sont effectivement avec des cavités salines. Et aujourd'hui il y a de nombreux projets en Espagne pour stocker de l'hydrogène dans des cavités salines. Merci Philippe, merci à notre panel. On a essayé d'avoir une vision assez complète du sujet en abordant plusieurs typologies d'hydrogène et des questions plutôt d'ordre réglementaire. Donc merci à eux, merci à vous d'avoir participé, merci pour vos questions et bonne fin d'après-midi.